Comment ça s'est passé, Monsieur le Président? Ben ça va, il y a un peu de vent. Peu de vent? Oui. Le parachutisme pour vous, qu'est-ce que ça représente exactement? Eh bien, c'est d'abord, c'est pas en tant que sport que nous le faisons. Pour nous, c'est d'abord les soldats d'élite, si vous voulez. Hein? Parce que dans un pays comme le nôtre, où il n'y a pas beaucoup de voies de communication qui permettent aux troupes à pied, hein, d'intervenir dans toutes les régions par véhicule, je crois que la meilleure solution consisterait à faire de toute la troupe des parachutistes parce qu'on peut la régler n'importe où. Les soldats en aucun besoin. Et en plus, comme on le dit, le para, c'est l'ange du ciel, le démon de la terre. Vous savez, c'est pour cela que nous nous intéressons particulièrement à ce métier périlleux pour la défense de la patrie et de la révolution. La gazelle passe, faites de la place, pour la belle rose, marche tous au pas, la gazelle passe. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre la voix du commandant Marien Ngouabi, pendant qu'il venait de sauter sur un parachute devant ses hommes de troupes. En tant que déjà président de la République, il allait toujours à côté de ses forces, c'est-à-dire les forces armées congolaises, et notamment les paras, les bérets rouges. Mesdames, Messieurs, donc je vais ici vous parler des FAC, c'est-à-dire des forces armées congolaises, à aujourd'hui, c'est-à-dire aux forces armées Mboshi. Mesdames, Messieurs, excusez-moi. Bon, les FAC, c'est d'abord Forces armées congolaises. Je pense qu'elles ont été créées après l'indépendance, pendant le règne de Yulu, l'abbé Philibert Yulu. Bien sûr que les premiers soldats et quelques mini-officiers étaient tous sortis de l'armée coloniale, oui, donc de l'indépendance. Certains ont incorporé l'armée congolaise et d'autres sont restés dans l'armée française. Bon, je pense que la majorité était devenue des soldats congolais ou de quelques sous-officiers congolais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'officiers congolais dans l'armée coloniale. Bon, j'ai moi-même rencontré un soldat qui était garde caporal-chef. Bon, après l'indépendance, il s'est barré, il est parti au village, il n'a plus fait l'armée. Bon, j'ai vécu avec ses enfants, avec tout le monde était au village, avec eux, au nord du Congo, à Makwa. Mesdames, Messieurs, oui, les forces armées congolaises ont été créées pendant l'indépendance. Ce fut pendant le règne de Philibert Yulu, l'abbé Philibert Yulu, puis Massamba Diba. Et ce n'est que Marien Ngouabi qui aurait dynamisé cette force de défense nationale. Bon, je vous informe que les premiers officiers déjà formés par l'État congolais arrivaient déjà en 1962 dans les familles Marien Ngouabi. Bon, c'est syrien. Voilà. Je pense que dès les années 1970, on avait déjà toutes les composantes militaires des FAC, à savoir les paras. C'est-à-dire ce que vous venez de entendre avec le chant. C'était les paracommandos, les bérets rouges, les Marien Ngouabi. Et puis, il y en a eu Marien Ngouabi, je ne sais pas si c'était béret noir ou béret vert, mais je pense qu'il était béret noir, mais il était un parachutiste. Bon, il y a eu aussi en dehors des bérets, les paracommandos. Bon, et que vous venez d'entendre avec Marien Ngouabi, mais aussi il y avait les armées des terres, les fameux bérets noirs. Hein, l'infanterie et aussi les bérets verts. Bon, après, il y a aussi l'armée de l'air, les premiers pilotes, hein, et qui commençaient déjà à étudier les MiG-21. Oui, bon. Et vous avez aussi, on a eu la marine. Voilà, on avait encore une vraie armée.
Donc, quand vous étiez gradé, vous avez un rôle et vous étiez respecté. Oui, depuis le soldat, deuxième et première classe, au caporal et caporal-chef, au sergent et sergent-chef, à adjudant et adjudant-chef, au lieutenant, capitaine, commandant, colonel. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que Yombi Opango, le colonel. Tous les restes étaient que des commandants. D'ailleurs, Marine Ngouabi, en arrivant président, il était déjà, dès qu'il a pris le pouvoir, il est passé grade de commandant. Et durant toute sa mandature, qu'il arrivait à l'âge de 32 ans, jusqu'à la fin, 30, je pense, 31 ans, bon, jusqu'à la fin, il n'a jamais cherché à augmenter sa grade. Il est resté seulement le grade qu'il est arrivé quand il est arrivé président. Donc il est resté commandant jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'à son assassinat. Donc il disait que bon, on ne peut pas être à la fois, il connaissait l'esprit militaire, on ne peut pas être à la fois un homme politique et en même temps continuer à monter en grade. Non, il faut être soit militaire ou politique, il faut faire le choix. Mais lui, il avait choisi à ce moment-là d'être un homme politique, voilà, et donc l'avancement militaire, il avait zappé. Donc, il est resté tout commandant jusqu'à son assassinat. Bien sûr qu'il faisait ses études de sciences. Il a eu un DEA, diplôme d'études approfondies en physique. Option énergie solaire. Donc, c'était un cerveau. Mais comment on détruit ça dans cette Afrique mal? Bon, donc, je vous informe que nous avons commencé à construire une armée avec Youlou, puis Massamba Deba et Ngouabi. Et enfin, malgré les contradictions nord-sud et tout ce la géopolitique tribaliste et autres que vous connaissez. Mais bon, ben, il y a eu aussi, pendant Marine Ngouabi, il y a eu des officiers qui ont été formés en URSS, aujourd'hui la Russie, dans les pays de l'Est, et aussi en France et en Algérie, partout. Donc même à Cuba. Donc nous avons une armée. Vraiment, on appelait ça les forces armées congolaises. Bon, les succès de cette armée, je vous informe, c'est pendant l'indépendance de l'Angola. Nous étions là dans toutes les actions d'aider l'Angola contre le colon portugais, dans les années déjà 73, 74, 75, jusqu'à l'indépendance. Le Congo était là, nous avons eu une base militaire cubaine et soviétique à l'époque, le Pointe-Noire, à deux pas de la frontière de l'enclave du Cabinda, qui livre aujourd'hui 90% du PIB angolais. Donc c'est dans notre territoire. Bon, donc on dit Marine Ngouabi a eu quand même erreur. Nous aurons pu récupérer, en aidant l'Angola à devenir indépendant, nous aurons pu récupérer l'enclave du Cabinda. Mais ce qu'il n'a pas pu faire. Bon, mais bien sûr que on ne parlait pas la même langue, nous étions francophones et lusophones, mais on pouvait toujours trouver le juste équilibre. Ça. Donc c'est que certains reproches à Marine Ngouabi pour avoir aidé à l'indépendance d'Angola sont récupérés aussi contrepartie, c'est-à-dire l'enclave du Cabinda qui livre aujourd'hui le troisième producteur de pétrole du continent noir. Mesdames, Messieurs, l'Angola, qu'on appelle l'Angola. Mesdames, Messieurs, oui, donc, de 1969 à 1975, nous avons eu une armée structurée, organisée et entraînée, moins politisée. Ce n'est qu'après 1975 que nous avons connu le déclin progressif des FAC, c'est-à-dire des forces armées congolaises, et l'avènement des femmes, c'est-à-dire les forces armées Mboshi. Et pourquoi? D'abord, Marine Ngouabi, un homme humaniste, un homme de synthèse, bien sûr on était au cœur du tribalisme politique avec tout ce qui s'est passé. Bon, il a été naïf, il a été d'une naïveté sans borne envers son futur assassin, son futur ennemi et son traître, le commandant Denis Sassou Nguesso, qui prend les rênes du ministère de la Défense et de la Sécurité dès 1975. Bon, le problème de ce monsieur, parce qu'il a un niveau de 3e ou 4e, il était sous-enseignant en 1961-62. Moi, je n'ai jamais compris entre 1962 à 1975-77, comment avoir un niveau de 3e, 5e et devenir au moins de 15 ans au grade de commandant de l'armée, en même temps en faisant de la politique. C'est ça qui me dérange, c'est le paradoxe. Bon, donc, on avait déjà la faille là. Donc, dès 1975, Sassou Nguesso devient le commandant, le ministre
de la défense et de la sécurité en usant de son positionnement dans l'archivette, parce que le pouvoir était de l'archivette au Yoro, les problèmes de tribalisme qui s'est passé déjà avec Yulu et puis Massaba Deba, donc c'était les conséquences quelque part. Mais Marine Wabi cherchait toujours les justes équilibres, même en cherchant à se protéger autour des siens. Nous sommes dans le contexte politique de l'époque. Mesdames, messieurs. Oui, bon ben, qu'est-ce qui se passe? Bon ben, Sassou Nguesso n'a arrêté de graver des échelons. Et il est arrivé là, bon, ministre, et après, bon, arrive le drame, 2 ans après, qu'il était nommé ministre. Bon, de la Défense. Assassinat du président Marine Wabi, celui son mentor, celui qui l'a tout donné. Et dans les conditions inhumaines. Il s'en est suivi une vague d'assassinats, dont un ex-premier président, un ex-président, le président Massaba Deba, l'intellectuel, celui qu'on disait que c'était l'homme des grands travaux, des meilleurs travaux, des sutures. Et aussi, bon, il y a eu le cardinal Émile Biaïda, l'ancien, le premier cardinal noir africain. Bon, et une centaine d'assassinats politiques autres qui sont suivis. Bon, après, bon, tous les politiques, c'est-à-dire à cette période-là, où je vous parle de 67, après ce drame, donc Sassou Nguesso a commencé à mettre tout le processus d'abord de la politisation de l'armée à outrance. Donc ceci s'est passé d'abord quand il a pris le pouvoir en 1979, c'est-à-dire 2 ans après la mort de son mentor, qu'il a assassiné. Et donc, il a pris les règnes, donc il avait tout préparé. Donc, il était en face des gens très naïfs, et voilà, mais avec des complices et autres, comme on voit toujours hein, en Afrique. Les gens, au lieu d'avoir des convictions, des principes, ils préfèrent s'attacher à des histoires des familles, des tribus et autres, et après, ça les saute sous la gueule, et on voit Voilà, Marine Wabi s'en souviendra de cette histoire-là. Voilà. Mais donc, Sassou Nguesso, bon ben, il prend les responsabilités du pays dès 1979 hein, jusqu'à 1992. Donc, pendant toute cette période-là, de Sassou Nguesso 1, tous les postes ou les fonctions de responsabilité dans l'armée ont été remis aux mains des PEM, que nous appelons les PEM, parce que nous on appelait ça à la fac, quand j'étais à la fac des sciences, les années 86, au milieu de Sassou Nguesso 1, hein, donc on appelait ça les PEM, politico-militaires. C'est des gens qui venaient parler de l'armée, qui donnaient tous les ordres, et donc les militaires étaient là. Même le général Mokoko, là au colonel à l'époque, a voulu dépoliser cette armée, c'était pas possible, parce que la tête est en haut, quand la tête est pourrie, tout est pourri. Les poissons pourris prennent la tête. Donc celui qui était à la tête, c'est Sassou. Donc il ne pouvait pas, il faut se battre dans une dictature, dans ce système qui est bien structuré et bien aidé, militarisé par la France, qui aidait. Il en fait d'une puissance, donc il faut trouver des petites stratégies. Mais ce n'était pas possible, ce n'était pas facile. Mais bingo, ça arrive en 89, la chute du mur de Berlin, l'avènement des processus de la fin de la guerre froide et tout ça se chamboule et autres. Bon, Sassou Nguesso perd le pouvoir en 1992. Bon, il arrive un président élu démocratiquement, c'est-à-dire le professeur Pascal Lissouba, mais celui-ci est incapable de comprendre déjà la structure même des armées pendant qu'il était déjà Premier ministre en 1965 ou 60. Voilà. Donc il est incapable de structurer parce que même en termes d'intelligence, de stratégie, même de géopolitique, mais il a préféré aller dans le même sens, c'est-à-dire en créant des ministres, des blocs, autres, utiliser le tribalisme, autres, et bingo, on se retrouve dans un coup d'État, parce que c'était du caviar pour Sassou. Sassou Nguesso fait des coups d'État parce qu'il avait déjà les femmes qui étaient déjà incorporées dans les FARC, c'est-à-dire les armées congolaises, donc ils étaient déjà là. Bon, donc, 97, coup d'État militaire sanglant, plus on parle aujourd'hui, avec les conséquences, on parle aujourd'hui de 900 000 morts. Bon, donc, c'est énorme. Donc, dès 1998 jusqu'à 2017, aujourd'hui, oui, nous sommes à l'apogée des femmes, c'est-à-dire les forces armées Mboshi. Tout s'est passé en 3 étapes pensées, structurées, organisées et managées depuis l'Oyokratie, c'est-à-dire par le clan Mboshi, c'est-à-dire par le Fokani Mboshi lui-même, c'est-à-dire l'éducateur Denis Sassou Nguesso. Dès
1998, jusqu'à nos jours, a été un processus et accompagné par notre lâcheté, par notre indignité, par notre manque de courage, d'oser dire à un moment donné, non, on s'unit. Bon, bien sûr que nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une mosaïque des tribus, chacun avec ses intérêts particuliers et partisans. Et dans cette interaction entre groupes dans un pays et que le régime utilise parce qu'il a des divisés pour régner. Donc on crée le bazar et à côté, comme tout est désorganisé, on prépare le plan déjà pensé d'avance. Je pense que la première étape était d'abord la nomination tout azimut d'officiers ou de hauts gradés au profil militaire parfois douteux. Mais ces profils sont tous originaires du nord du pays et ils sont majoritairement issus de la région de la Clivette centrale et notamment de la tribu Mboshi, c'est-à-dire celle du dictateur lui-même, c'est-à-dire celle de M. Denis Sassou Nguesso. Bon, donc après avoir installé ces généraux photoches et tout ce monde-là, donc ceux-là, donc, comme ils obéissent aux règles du dictateur et de la tribu haute, donc ils ont été nommés à tous les postes de haut commandement et aussi des postes clés, des femmes, c'est-à-dire des forces armées Mboshi, et qui sont aux mains de leurs membres de famille, des clans autres. Bon, d'ailleurs, déjà en 2014, quand j'ai résisté sur les problèmes de l'invasion de l'Angola à Kimongo, Kiki Kaka Koko, avec le fiston de Denis Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, qui m'invitait en privé sur la page Facebook en 2014. Maintenant que j'ai un chauffeur, viens, je vais te donner une enveloppe, tu viens chercher, tu es où, donne-moi ton positionnement, je vais te trouver là où tu es, donne-moi là, un chauffeur vient te chercher, j'ai une enveloppe pour toi. Bon, j'ai dit non, mais si cette enveloppe va donner ça aux Congolais là-bas qui souffrent. Nous ici, on a le minimum ici en Occident. Ici, au moins, les gens travaillent, ils ont les sons de l'intérêt général, malgré les conflits d'intérêt. Donc, va donner ça. C'est là qu'il m'a dit, non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu perds ton temps. Tu crois que les Makwa n'auront jamais de poste de haut commandement au Congo? Toutes les tribus du Congo n'auront pas de poste de haut commandement. Ils n'auront que des postes d'officiers subalternes. Donc, tout le haut commandement est chez nous en Mboshi. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Je l'avais bien vu. Après, une semaine après, Isaac Mokot, on n'est plus amis depuis. Bon, moi, je n'avais pas cherché. Bon, il communiquait, voilà. Je voulais savoir s'il a un cerveau, s'il est au moins au stade d'humanité ou au moins dans son monde de sa jeunesse aujourd'hui, de son âge, au XXIe siècle, comme les types Macron et autres. Mais il me semble qu'il n'est pas. Il est entraîné vers le stade inférieur d'humanité. Bon, donc j'avais compris ça. Bon, donc on s'est zappé, on ne sait plus. Voilà. Bref. Ce n'était qu'une amitié virtuelle, mais j'avais reçu une information capitale sur cette histoire d'officiers subalternes, que tous les officiers, tout est suturé. Tout ce qu'on parle officier, ils n'ont que des postes, c'est que des appareils comme ça, mais tout est suturé, c'est-à-dire les postes de haut commandement et les clés sont aux mains de Mboshi, et notamment ceux de la tribu Edou, Obuya, Oyo, et voilà, vous connaissez ça. Bon. La deuxième étape, après avoir fait ces nominations, que ces gens contrôlent les structures de l'armée, hein, des FAC qui sont devenus des femmes, et après, la deuxième étape, c'était désarmer les forces armées congolaises. Et ce qui fut fait au niveau du matériel, des armes et des munitions. Il y a eu des explosions, il y a eu des ceci, plein de tout. Voilà. Donc, l'armée est vidée. Donc, l'armée est désarmée. Voilà. C'est la première fois, parce que dans l'histoire de l'humanité, en commençant déjà par les néolithiques, quand on a découvert le feu, bon, les premières armées, les humains commençaient au néolithique. Bon, avant tout, c'était des animaux. Comme les animaux, ils ont toujours les problèmes des territoires. Les animaux se battent pour protéger leur territoire. Mais nous sommes quelque part, au départ, on était des animaux. Mais on a créé le feu, on a trouvé le feu. Les néolithiques, on continue maintenant à fabriquer des armées. Je ne veux pas passer depuis l'Empire chinois, en passant par l'égyptologie, même l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ, même l'Empire romain, hein, au 1er siècle jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, l'Antiquité, le Moyen-Âge, oui, la Renaissance, le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui le 21e siècle. Aujourd'hui, on parle même des armées de paix.
Donc il faut toujours protéger l'individu, il faut toujours protéger là. On protège un territoire, on protège les armées de paix, les armées écologiques, demain on voit des formes d'armées comme ça. Donc nous sommes là, donc une armée est toujours là pour... Non, non, parce que l'humain est une connerie. Bon, donc nous sommes dans ces dynamiques de violence, autres, donc des guerres contre États, contre territoires, contre tribus, on avait ça, mais aujourd'hui, on peut protéger un pays. Mais quand un pays est désarmé, volontairement, ah oui, c'est ce qui se passe au Congo. Donc nous avons l'armée la plus désarmée au monde. Donc il n'y a plus rien, malgré les ressources que nous avons. Donc l'armée, donc on a transféré l'armée, les forces armées congolaises, on les a transformées en femmes. Forces armées Mboshi, de la tribu du dictateur. Bien sûr qui n'est pas éternel. Oui, toute chose a un début et une fin. Donc c'est une armée temporaire qui est là pour défendre un individu et non le centre d'intérêt général d'une nation. Bien sûr que les responsabilités seront dégagées par la suite. Bon, la troisième étape, c'était quoi? C'était bien sûr remplacer les forces armées congolaises par les femmes, c'est-à-dire forces armées Mboshi. Bien sûr que dès qu'ils ont désarmé les forces armées congolaises, ils ont transformé en forces armées Mboshi avec les mercenaires. Oui, donc ils ont allé prendre l'argent du Congo, c'était les mercenaires partout. Ils sont venus, ils sont tous là. Donc partout de tout pays, l'armée est aux mains des mercenaires. Donc bien sûr que ces mercenaires portent même des bannières, des signes, des armuriers, tout ce qui est de l'armée, des forces de défense ou de la sécurité du Congo. Mais c'est une confusion, c'est jamais vu. On ne peut pas savoir que les marines américaines, l'armée américaine, tout ce qui est des forces américaines, ou même françaises, ou chinoises, ou non. Bon, mais je prends le cas de la France et des États-Unis. Les États-Unis, toute l'armée française, donc Macron transforme l'armée française en armée américaine, l'armée américaine avec des bannières américaines, et viennent faire, voilà, ou une armée, voilà, vous voyez ce qui se passe là-bas, non seulement c'est immoral, mais aussi, on ne sait pas comment qualifier ça, c'est jamais vu. Et les gens qui sont là, les officiers qui ont été faire soi-disant des écoles de guerre, même parfois sont des Syriens formés en France, on détruit même l'image, ou même les classiques, les fondamentaux même des armées. On n'a jamais vu ça. Et on les forme. Et demain, on va envoyer des gens formés ici en France, alors que les mêmes officiers qui ont été formés ici en France, c'est eux qui sont les premiers à déclasser cette armée, les sources même des fondamentaux des armées. Mais j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce que ça veut dire une armée? Est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà envoyer en France, désormais, ce sont des sauvants envoyés en France ou ailleurs dans le monde, aller former les femmes. C'est pas dit que j'envoie l'argent. Dans ces cas, il faut qu'il utilise l'argent privé. Bien sûr qu'il a confisqué les moyens de l'État, les comptes publics pour lui. Mais attendez, il y a un problème. Il y a un problème de conscience. Un problème de conscience. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on est? Est-ce que vous êtes des animaux ou vous êtes des humains? Mais est-ce que depuis l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui les néocolonialismes ont été tenus par eux-mêmes les Africains. Certains blancs disaient, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme? Est-ce qu'il a une conscience? Est-ce qu'il a même l'esprit? Est-ce qu'il a les signes qui distinguent fondamentalement l'homme des animaux? Bien sûr que ça commence à douter. Comment les fondamentaux? Mais ça ne se passe pas ailleurs. Même l'Algérie qui forme ses cadres, il peut dire non, mais attendez, on ne peut pas transformer une armée en une armée personnelle. Voilà, je vous prends le cas que je vous ai dit là. Par exemple, nous étions humiliés, par le Cabinda en 2013. Il y a eu incursion des forces armées angolaises à Kimongo, dans le sud du Congo, à la frontière entre le Congo et l'enclave du Cabinda. Le dictateur n'a rien fait. Qu'est-ce? Ils sont venus, ils ont capturé même des officiers, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils sont repartis. Sans qu'un pays puisse se défendre. Donc nous, on est diminués, on regarde comme ça. C'est jamais vu. Même l'Angola, un peu d'empathie, dire bien sûr que cette armée congolaise est détruite. Vous avez fait montrer aux yeux des Congolais votre force, alors que nous étions les forts plus que vous. Mais nous, aujourd'hui, attendez, qu'est-ce que vous attendez pour les crises? Vous ne faites pas quelque chose aujourd'hui, les faire éjecter. On voyait même là aller foutre le bazar pour qu'il lui parle. Mais demain, si ce pays-là tombe sous les mains des mêmes esprits de Ngwabi ou d'autres, qu'est-ce que nous allons faire les guerres là avec votre clap du Cabinda? Oui, le Cabinda est au Congo-Brazzaville, entre les deux Congos. Faites attention.
Il faut raisonner, Dieu son temps doit raisonner, nous étions ensemble. Mais vous allez défendre contre un ennemi. Celui-là, il ne vous a pas aidé. Sa son question ne vous a jamais aidé. C'était Marien Ngouabi qui l'a assassiné par la suite. Et lui, c'est un usurpateur. Il a toujours utilisé ça pour lui. Bien sûr qu'il est là, il a été protégé parce que c'est un véritable, c'est l'incarnation même du négrier. Arrêtez. Donc, moi je vous dis simplement que, à tout point de vue, les armées congolaises ont été humiliées. Le peuple aussi. Les individus, les soldats et tout le monde aussi. Tous ceux qui ne sont pas des activistes du dictateur aussi. Bien sûr que dans l'espace et le temps, nous aurons des responsabilités historiques les uns et des autres à dire. D'abord au sein des armées, comment on laissait libre cours à ces gens-là continuent à faire ça sans qu'il y ait une réaction. Avant tout, et partout, quand il arrive une armée, les gens, mais il n'y a même pas une mutinerie. Hein, les gens, toute l'armée sort comme ça, les pétards sortent, ça se tombe. Mais alors, vous allez laisser faire. Mais c'est quoi ces individus? Donc, c'est responsabilités historiques que nous allons repenser au niveau de cette armée qui est à reconstruire. Parce qu'au niveau de l'esprit, oui, l'esprit même militaire, du rôle des armées, de l'équipement, de l'entraînement et de tout ce qui sera là. Mais bien sûr, du côté des femmes, les rôles seront aussi. Pourquoi vous avez transformé ce pays pour soutenir un monsieur qui est mortel, comme tout être humain, encore moins au service d'un dictateur qui a déclassé les Mboshi, parce que les Mboshi aujourd'hui sont déclassés. Donc, vous devez prendre ces responsabilités devant l'histoire, parce que ça ce n'est pas éternel. Cette armée, tout ce que vous avez du Congo là, a été pensé par des Congolais, dès les années 1944, en passant par les années 50, jusqu'à l'indépendance. Vous avez eu une période que vous avez entre 79 et 92, puis 97, à nos jours. Donc, c'est une période, c'est une étape. Donc, il faut se rendre compte de les responsabilités historiques. Vous êtes en train de massacrer les populations en utilisant ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Ça veut dire qu'une armée qui est là, c'est-à-dire les femmes, en achetant la conscience des autres Congolais qui ils sont affamés, laissés sans éducation, sans justice, on les incorpore pour aller mourir là-bas pour le compte d'un dictateur qui fait la diversion depuis on l'a battu électoralement en 2016. Bon, donc il continue à faire ça, cette diversion-là. Donc nous, le but aujourd'hui est de dire non, il faut faire attention devant le rôle historique. Moi, s'il y avait à faire, un militaire a toujours un instinct, il y a l'instinct militaire. On sait là où se cachent ses armes. Au lieu de faire la guerre dans le pool, il serait mieux d'importer cette guerre-là à Brazzaville, pour que ça soit dans les bazars, on tire par-ci. D'abord, les représentations accréditées au Congo vont dire non, ça suffit, on en a marre, et ça commence à bien faire. Si vous les laissez cette guerre au pool là-bas, ça va rester encore 2 ans, 3 ans. Déjà, Sassou Nguesso vient de fêter déjà sa premier anniversaire de hold-up. Il va aller vers le deuxième. Et nous sommes là en train de constater. Et lui, il est là tranquille, en train de détruire le pays. Mais non, il y a un moment donné, il dit non, on ne fait plus la guerre là-bas. Laissez-lui aller faire sa guerre là-bas dans le pool avec ses amis là-bas. Amener cette guerre, commencer à tirer dans Brazzaville. Et puis si on prend cette capitale, on va au Yo. Et à ce moment, comme il a ses mercenaires là-bas, on va maintenant se battre là-bas encore des années. Puisque lui, il a fait la guerre là dans le pool depuis au moins 20 ans. Donc on peut avoir une guerre au Yo, au Bouya et tout ça pendant 20 ans, ou même 30 ans. Donc faites ça, il faut comprendre ça. Ce n'est pas lui qui a les monopoles de la violence. Nous, bien sûr, nous sommes dans le sens de l'aspect de l'humanité, de l'humain. Parce que moi qui vis ici en Occident, quand tu vois tout ce qui touche le racisme, le fascisme, l'apartheid et autres, qui touchent parfois majoritairement la communauté noire, on se dit, nous avons des espaces qui sont vraiment bien là-bas, et pourquoi on est en train de détruire par nous-mêmes? Quelle image? Quelle crédibilité? Un noir aujourd'hui peut voir qu'on a buté un noir aux États-Unis ou en France, ici, ailleurs, et que vous allez dire, ah oui, c'est du racisme, c'est ceci. Mais combien de fois là-bas, c'est 1000, 2000, 3000 par jour? Attendez, il y a un problème, c'est le paradoxe. Donc vous devez être responsable de votre image, déjà l'image individuelle, et aussi collective, parce que nous sommes souillés en tant que noirs, on ne nous respecte plus en Occident. Parce que c'est des sauvages, c'est des barbares, ils crient, ils font ça, on nous insulte. Quand ça les arrange, on vous utilise. Mais après, une fois utilisé, on vous laisse comme des Kleenex. C'est comme ça, c'est renouvelable. Nous entretenons aujourd'hui les néocolonialistes. Aujourd'hui, il est utilisé à 90% par les Africains eux-mêmes. Ils sont dictateurs, ils accompagnent les dictateurs, ils tuent les peuples et autres. On ne leur demande rien, hein, c'est un conseil. On leur donne seulement des conseils. Est-ce que nous sommes humains? Alors, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Bon, vous êtes déjà con et aussi imbécile et surtout
à un certain stade. Donc il faut se réclasser soi-même et collectivement. Donc éjectons-nous ces monstres-là, mettons tout ensemble. Ce monsieur-là part d'ici peu. On ne va pas le laisser là. Il va tout détruire. Comme des quilles dans un bowling. Nous sommes là comme des quilles. Et lui, il n'est pas éternel. Il est né comme tout enfant. Il va détruire toutes les vies des gens et des autres. Et vous êtes là en train de les regarder. Il a détruit les armées. Il a transformé son soldats. Il est en train de tout transformer. Parce que Sassou Nguesso, c'est comme un cancer. Un cancer commence la première. Celui quand il y a une perturbation génétique au niveau des gènes, avant que le cancer arrive, si vous attendez, au bout d'une semaine, 2 semaines, en fonction de la gravité de ce cancer, et quand vous allez réagir, c'est déjà trop tard. Donc nous sommes là comme ça. Le réveil sera amer si vous continuez à faire là. Et le gars n'a plus de... Il est au bout du rouleau, au bout des nerfs. Il n'a plus rien à perdre. Il peut dire qu'il peut tuer. Mais imaginez, il a encore la chance parce que nous avons les conventions internationales. Imaginez, on lui donnait les armes nucléaires ou même biologiques autres. Il aurait pu bombarder tout, hein. Il aurait pu faire ça. Les armes non conventionnelles. Il est capable pour sauver son pouvoir. Qu'il souhaite à vie. Et nous sommes dans le temps de condamner. Nous n'avons plus de partenaires économiques. Ils sont tous avec Sassou. Mais il faut nous battre, nous récupérer d'abord notre pays. Après, on verra les partenaires là, chacun avec ses responsabilités qu'ils nous ont fait. Attendez, c'est les États ou les intérêts. On peut détruire la race. De toute façon, ceux qui sont en Occident, tout ce qui concerne l'Europe occidentale et tous les autres, de toute façon, c'est des Noirs. Ils sont tous entre eux, ils sont en foot avec un égo, avec des nègres. Ils sont tous entre eux. Ils sont tous comme ça. Donc, on dit ça dans les états-majors en coulisses. Et à côté, dit mon frère, vous comme l'Afrique, voilà, vous êtes des sauvages, vous êtes fichés comme des sauvages. Arrêtez d'être fichés aux yeux du monde comme des sauvages. Arrêtez. La liberté ne s'arrache pas, ne s'achète pas, elle s'arrache. Oui, les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Voilà, donc nous devons mériter notre liberté. Et le gars il est faible. Mettons tous les moyens pour le faire partir de là. Voilà. Notre pays, le Congo, est indivisible. Nous devons avoir un seul langage. Unité, unité. D'abord, faire partir ce monsieur. Et après, les histoires de nord-sud, de est-ouest, on aura des cerveaux qui vont repenser les choses là. Parce que tout a été détruit. Non pas seulement avec Sassou Nguesso, mais il y a aussi des responsabilités historiques. Pendant Youlou, Massamba Deba, Marine Ngouabi, Yombi Opango, même Lissouba. Donc nous devons trouver le juste équilibre. Oui, les gens qui ont pensé l'hymne national du Congo, ils l'ont bien pensé. C'était vraiment des génies. Ah oui, ils sont où? Arrêtez. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Allez, je vous laisse comme je vous l'ai trouvé. Vive la République, vive l'unité nationale, vive le combat pour la libération du peuple congolais. Je vous remercie.